Alors, on est live. C'est avec grand plaisir que le Club d'investisseurs immobiliers continue la série de live sur le midi pour vous instruire sur la crise. Sujet très, très intéressant, mais peu parlé, disons, au niveau du club et des autres plateformes. La location court terme. Fait que je suis vraiment content de recevoir aujourd'hui Jean Sasseville, que je considère et que la communauté considère comme un expert sur la location court terme. Bonjour, Jean. Bonjour, mon ami. Merci d'avoir accepté de venir nous parler. Jean, c'était drôle parce qu'on avait une discussion pré-entrevue, puis je trouvais ça très comique. Il disait, Jean-Philippe, j'ai écouté tes lives, vous aviez beaucoup d'inquiétudes par rapport au loyer du 1er avril, à savoir si ça allait être payé en entièreté ou pas. Il dit, Jean me disait, il dit, écoutez, dans l'industrie en ce moment de la location court terme, c'est beaucoup plus terrible que dans l'industrie locative. Puis en même temps, je peux me permettre un petit statut avant qu'on saute dans le vif du sujet, Jean. Pour l'instant, moi, la collecte des loyers, ça va très, très bien, sauf niveau commercial. Donc, les commerces, un petit peu plus difficiles. C'est sûr, quand ils ne sont pas en opération, c'est difficile de payer un loyer, mais au niveau des logements locatifs, en tout cas, je peux dire au moins un taux de paiement minimum de 90 voire peut-être 95 %. Donc, on est vraiment content. Donc, ça l'aide l'industrie. Donc, ça, c'était le petit update. Maintenant, si on sort dans le vif du sujet, Jean, est-ce qu'on a ces mêmes taux de paiement-là? Est-ce que c'est quoi le statut de l'Union au niveau de la location court terme? Oh boy, non. C'est pas du résidentiel. Moi, la façon, j'ai beaucoup aimé en passant mardi soir avec la gang de PMML, où est-ce qu'on voyait différents secteurs, on parlait du commercial, tout ça. Le Airbnb au niveau immobilier, là, c'est du commercial. Ça fait partie de l'hôtellerie. Puis je vous apprends rien que le tourisme présentement est mort. Il n'y a pas d'avion, là. Je veux dire, donc, le tourisme international a été coupé avec la pandémie. Au mois de mars, ce qui a été fait par les autres, c'est de faire de la location court terme pour des Québécois. Il y avait des gens qui étaient en quarantaine. Ce que j'appelle les premiers intervenants, les infirmières ou les médecins, ils ne veulent pas infecter le reste de famille. Les étudiants étrangers dans les résidences universitaires, les résidences universitaires ont fermé. Donc, il y avait tout ça. Ou des gens qui voulaient quitter, qui voulaient quitter le Québec là, pour aller dans d'autres pays, mais il n'y a pas d'avion là. Puis, pour différentes raisons. J'ai fait un sondage, je suis propriétaire, je gère un groupe Facebook qui s'appelle Airbnb Montréal. Dans mon groupe, j'ai fait un sondage. Pour le mois de mars, le taux d'occupation a été de 50 à 75 %. OK. Versus un taux d'occupation combien en temps normal? On n'est pas en haute saison. En haute saison, c'est 100 %. Au mois de mars, on devrait voir 75-80 %. Okay. Ce qui est dramatique, ce n'est pas le taux d'occupation, c'est parce que les gens louent, mais à beaucoup plus bas comme tarif. Exact. Mais est-ce qu'on a le droit encore, parce que si on revient là, au gouvernement Legault, est-ce qu'on a le droit de louer? Est-ce qu'on a-tu le droit de louer court terme? Est-ce qu'on a le droit de louer long terme pour une propriété qui est à l'extérieur de chez nous ou chez nous? Juste pour aviser les gens. OK. Depuis le 20, là, je parlais du mois de mars, ouais. Mais le 27 mars, on a interdit toute location court terme depuis le 27 mars. Donc, le mois d'avril va être différent. Par contre, autant au mois de mars et surtout après le mois d'avril, la location moyen terme, un mois ou plus, ou long terme, est naturellement permise. Et donc, la plupart des autres vont louer au mois. Puis, il y avait un flou là-dessus, mais j'ai une confirmation du ministère du Tourisme que c'est légal de le faire. OK. Et je sens que j'avais vu passer dans les journaux aussi. Est-ce que c'était possible de le faire pour les travailleurs de la santé, Jean? Est-ce qu'il y avait eu un flou là-dessus ou Oh là là! Ils vont l'emporter, là. Ouais. C'est parce que Airbnb l'a offert au gouvernement du Québec. OK.
En l'espace de 2 semaines, il y a 40 000 travailleurs en Italie puis en France qui ont des logements gratuits ou à faible coût. Airbnb a un objectif d'en avoir 100 000 à travers le monde. OK. En passant, Airbnb, là, il perd beaucoup d'argent, puis il paye des autres pour qu'on offre des logements gratuits. OK. OK, ils payent les autres. Airbnb, donc, est-ce que j'ai bien compris, les Airbnb payent les autres pour qu'ils accommodent les travailleurs de la santé? Ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. OK. Quand il y a des ouragans, quand il y a des feux, quand il y a des catastrophes, Airbnb, c'est une communauté. Ils sont toujours là pour leurs actions communautaires. Mais ici, au Québec, tu ne peux pas le faire à court terme, ou tu peux le faire difficilement. Puis Airbnb, c'est écrit dans les journaux l'affaire. Mais ici, on prend une autre position. On préfère encourager les hôtels pour le court terme. Puis on essaye de travailler, moi, dans ma communauté, dans mon groupe Facebook, j'essaie d'encourager les gens à louer au mois pour les infirmières. Mais on le fait, mais de manière non concertée ici au Québec. Pour répondre à ta question, oui, c'est possible de le faire, mais contrairement ailleurs, où les gouvernements, Airbnb, dans leur site, mettent des endroits spécifiques pour ça, ça n'a pas lieu ici. Donc, ça ne sera pas populaire. OK. Malheureusement. OK. Jean, ensuite, j'ai vu Airbnb, en fait, se faire fustiller sur la place publique quand ils avaient cancellé. Ils offraient des remboursements gratuits à tous les voyageurs qui annulaient les voyages à cause du COVID-19. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant? Là, je sais qu'ils ont annoncé un remboursement de 250 millions aux autres, ce qui est quand même un quart de milliard de dollars là, aux autres. Peux-tu nous expliquer un peu plus comment ça va fonctionner? Ouais, là, je vais peut-être respirer par le nez puis ralentir parce que les gens qui nous écoutent, ce n'est pas tous des experts Airbnb, c'est des investisseurs. Il y a eu beaucoup d'événements. Je vais tenter de résumer ça simple. Parfait. Vas-y. Donc, ils ont pris une première décision parce que, bon, c'est pas la faute à Airbnb. Là. La pandémie était là, puis les touristes voulaient canceller pour des raisons évidentes. Mm-hmm. Fait qu'effectivement, tu l'as très bien dit, ils ont tout remboursé aux touristes. S'ils n'auraient pas pris la décision, selon la politique d'annulation de l'autre, le touriste aurait été remboursé en totalité ou en partie. Okay. C'est ça que je vais expliquer avant d'aller trop loin. Si l'autre a une politique stricte, le touriste est remboursé 0. OK. Ah, même, OK. C'est ça l'affaire. Si l'autre a une politique flexible selon la date, ben, l'autre est remboursé, disons, 50 okay. de sa réservation. Donc, il y a différents niveaux. Okay. Airbnb a dit, ben, moi, je rembourse tout et sans consulter les autres. C'est sûr que les autres, ben, déjà, la pandémie, c'était une mauvaise nouvelle, mais le fait de perdre ces montants de cancellation-là, c'était pour beaucoup une très, très mauvaise nouvelle et beaucoup d'autres étaient très, très fâchés. Il y a des menaces de recours collectif, il y a eu du bashing incroyable. Bon. Et c'est pour ça qu'il y a eu une annonce 2 semaines plus tard, le 30 mars. J'ai de la misère avec le temps parce qu'on a l'impression qu'avec une semaine, ça vaut 2 ans. On a le même feeling. Hein? Chaque jour est un nouveau mois. Ben, je crois ce lundi, il y a eu une vidéo de 30 minutes du membre Brian Chesky, le membre fondateur d'Airbnb, qui disait, bon, il y avait 4 programmes, mais le plus gros, c'est qu'on vous rembourse 250 millions. C'est 25 du montant de cancellation. Donc, si moi, j'avais une politique
électrique, je vais avoir 25 du montant total. Mais si je devais avoir 50 c'est 25 du 50. Puis si j'avais, dans certains cas, c'est ma cancellation, j'allais avoir zéro. Si vous étiez 100% flexible, ça veut dire donc, ben, je comprends, on peut comprendre parce que si vous aviez déjà une politique de cancellation flexible, vous étiez déjà prête à recevoir des annulations. OK, je peux comprendre. Est-ce que ça va avoir un impact dans le futur? Est-ce que les politiques d'annulation vont devenir plus strictes? On ne sait pas. Très bonne question. Complexe. D'abord, avant de répondre à cette question-là, je voudrais continuer sur un point. Vas-y. Quand il y a eu l'annonce, dans le discours, il n'y en a pas beaucoup parlé, mais moi, je suis un gars, il y a eu des communiqués et tout ça. La première annonce à la mi-mars sur, disons, on rembourse tout, là, c'était jusqu'au 14 avril. Là, on dit on va rembourser tout aux touristes, puis on rembourse 25 aux autres, là, c'est plus jusqu'au 14 avril, c'est jusqu'au 31 mai. OK. C'est important, ça. OK. Fait que la politique, elle s'allonge au niveau durée. Puis après, ça va venir business as usual. Bon. Airbnb met une très grande pression d'avoir présentement une politique flexible parce que c'est ce que les touristes veulent. À un point qui dit, dans le classement de ton annonce dans Airbnb, tu vas être en haut. C'est une politique flexible. OK. Donc, c'est très compliqué de dire, je vais-tu aller flexible ou strict. De toute façon, présentement, Airbnb, c'est mort, là. Tu n'as pas le droit d'utiliser. Fait que je ne répondrai pas trop sur la politique de cancellation. Je vais écrire probablement un article dans mon blog là-dessus parce que ça va être. Mais à mon avis, on n'est pas rendu là. C'est ça, on n'est pas rendu là. Mais qu'est-ce qui arrive pour les gens? Parce que là, on n'a pas le droit d'utiliser Airbnb, mais on met quand même des logements à louer. C'est-à-dire, on met quand même des logements à louer pour raison. décembre. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pour moi, Airbnb, puis j'ai écrit un article justement là-dessus il y a une semaine. Quand tu loues au mois Airbnb, c'est une façon. Tu peux aller Kijiji, tu peux aller. Il y a des sites spécialisés pour aller au mois. Il n'y a pas juste Airbnb pour le au mois, là. Non, absolument pas. Mais tu as raison. Pour la location au mois, pour ta politique de cancellation, c'est sûr que moi, regarde, présentement, si je loue au mois, c'est sûr, moi, je veux louer au niveau social. Je ne veux pas louer pour faire des parties. Je veux louer à du monde qui m'ont loué, c'est des infirmières. Puis moi, je mettrais flexible, là. Si pour une raison ou une autre, là, la personne ne peut plus être là, pour différentes raisons. Ça sera pas. Ça va être pour une raison sérieuse, là. S'il faut qu'elle aille à l'hôpital parce qu'elle est infectée, par exemple, là, je ne commencerai pas à y charger de l'argent. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, absolument. Non, je comprends. Mais en même temps, est-ce qu'on a tant de mouvements? C'est une question qui me venait aussi. Est-ce qu'on a tant de mouvements de personnel de la santé? Est-ce qu'on vraiment va avoir tant de mouvements qui vont faire qu'ils vont. Ouais. Puis partout au Québec, il y a des gens qui changent d'endroit, qui changent de ville. Il y a des gens qui avaient quitté le métier d'infirmière qui reviennent. Et il y a surtout des infirmières, je répète, qui ne veulent pas infecter leur famille. Absolument. Fait que, je ne sais pas, moi, je ne sais pas où, là, il y a un hôpital à Saint-Sauveur, je me trompe, là, être dans un chalet présentement pour une infirmière. C'est pas un luxe, là. C'est un confinement, là. Fait que oui, il y a une demande. Ah, ben oui, je n'avais pas pensé à ça. Pas du tout à ce volet-là. En l'espace d'une semaine ou deux, il y en a eu 40 000 en Italie et en France. C'est sûr que la crise est plus grosse. Ça commence énormément, le Airbnb, pour les premiers intervenants aux États-Unis. Fait qu'il y a véritablement un besoin qu'on devrait combler. Puis ici, on est moins sensibilisé à ça. C'est un peu dans. J'ai créé une page, un groupe Airbnb seulement il y a quelques semaines parce que je me définissais comme rôle pour faire donner ce message-là. Là. Présentement, ce n'est pas faire la pièce. Là. Présentement, c'est aider. Je suis d'accord. Oui, si on pouvait en même temps obtenir des revenus,
Mais vu que la location court terme est en pause, c'est le moins qu'on puisse dire, utilisé pour les premiers intervenants. C'est Très bonne idée. Très beau geste la seule social en avenue même pour temps. moi. Ouais, très beau geste social. Beau message, Jean. Merci. Et là, on bascule. En ce moment, oui, on va basculer peut-être près des hôpitaux, mais qu'est-ce qui arrive pour les gens qui avaient des logements Airbnb? Il y a deux sujets que je veux couvrir. Il y a le paiement hypothécaire que je veux couvrir, puis je vais commencer plutôt par est-ce qu'il va y avoir plusieurs logements qui étaient loués de façon illégale en Airbnb qui vont rebasculer en long terme parce que ça va avoir un effet domino sur l'investissement immobilier. Je voulais avoir ton opinion là-dessus. OK. Ben, c'est sûr que l'illégal, ça va être reporté. Comme tu sais, il y a une loi qui va. J'ai eu le privilège d'être invité au club immobilier, donner une présentation. Tu connais mon opinion. Quand ça va prendre un numéro sur ton annonce, tu ne pourras pas l'obtenir en tant qu'illégal, ça va fermer. Mais cette loi-là rentre en vigueur le 1er mai, mais ne va être appliquée que vraiment plus tard. On a d'autres choses qui ont été présentement. Ta question est complexe. J'aimerais ça la diviser en portions. Les gens qui souffrent le plus n'ont pas d'hypothèque. C'est bizarre, hein? Ils ont un loyer. OK. C'est des gens qui font de la sous-location. Souvent, ils prennent un bail pas juste d'un an, de 2 ans, 3 ans, puis ils sous-louent en Airbnb. Tu sais, quand on parle de levier, il n'y a pas juste le levier dans le prêt, là. Là, il y a le levier au niveau durée. Tu t'engages à payer un loyer pendant longtemps, mais tes revenus sont du court terme. Ce loyer-là, tu ne seras pas capable de le payer présentement, à moins d'avoir un fonds d'urgence énorme. Ouais. On estime aux États-Unis, ça s'appelle du rental arbitrage en anglais, là, de l'arbitrage de loyer ou de la sous-location. On parle qu'il va y avoir environ 100 000 qui vont faire faillite aux États-Unis, qui font du Airbnb comme ça. Wow. Parce que c'est populaire, c'est l'endroit le plus profitable. Parce que tu comprends, tu n'achètes pas d'immeuble. Tu sais, comment investir en immobilier à $0. Et on en a parlé, puis on en a parlé même. Oui, absolument. C'était une des techniques. Tu sais, c'est quoi les formations? Hein? Oui. C'est facile d'attirer les gens avec $0, mais il faut que les gens comprennent les implications ici. Puis il y a des façons à $0 intelligentes. Il y a des façons plus risquées. Mais il y a des cours qui se vendent à $20 aux États-Unis. Il y a des livres à $10. Les formateurs ont fait beaucoup d'argent à vendre ces formations-là, mais les gens ne comprennent pas toujours ou minimisent les risques si les revenus n'arrivent pas. Fait que ça, c'est les pires risques. Ici, au Québec, c'est moins populaire. Ben, je veux dire, c'est sûr que la Corpic n'aime pas qu'il y a des locataires qui font de la location Airbnb. On s'entend dans les multilogements. C'est moins populaire parce que les lois au Québec sont moins favorables pour ça. Bon, prends maintenant quelqu'un qui a d'autres situations, qui est propriétaire d'immeubles. Donc, là, on ne parle pas de locataire. C'est des propriétaires d'immeubles qui louent Airbnb. Et que je vais prendre un cas extrême. C'est sa principale source de revenus. Ce n'est pas un informaticien qui gagne beaucoup de revenus, et ça, c'est un revenu d'appoint. Ben ça, là, c'est difficile. Effectivement, on suppose qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de crédit ou de revenus présentement. Les discussions que j'ai, c'est qu'effectivement, ils vont reporter leur hypothèque. Ils vont appliquer pour le 2 000 $ par mois de programme d'urgence du fédéral. Ouais. Parce qu'eux, ils déclarent que c'est un revenu principal. Là. Ils ont eu au moins 5 000 $ de revenus l'année passée. Et ils pensent qu'ils sont éligibles pour le 2 000 $ par mois. Et là, une primaire, on a annoncé aujourd'hui un sondage. Pas un sondage, pardon, une pétition.
On est en négociation avec le ministère du Tourisme et tout ça, parce qu'il va y avoir une annonce au niveau provincial pour relancer le tourisme, éventuellement, pas tout de suite, éventuellement. Puis on veut que ce ne soit pas juste l'industrie de l'hôtellerie, on veut que ce soit les propriétaires de résidences de touristes qui soient inclus dans le programme. Mais il est trop tôt pour le savoir. Les Airbnb n'ont pas toujours bon nom au niveau gouvernemental, au niveau des journaux. Là. Donc, on se croise les doigts là-dessus. On aimerait ça faire partie de la solution. De ça. Mais j'ai une question à 1000$ pour toi, Jean, là-dessus. Parce que on sait très bien tous les deux, les banques détestent financer du Airbnb, détestent financer du court terme. Donc, souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont financer avec du long terme et ensuite basculer dans du Airbnb. Mais là, quand on demande un report bancaire, on fait une étude de la situation. Donc, qu'est-ce qui arrive avec un propriétaire qui fait du Airbnb et qui a besoin de se servir de ces outils-là en ce moment? Je ne mériterai pas le 1000$, je n'ai pas la réponse. C'est du cas par cas. Comment dire? Tu as absolument raison. Quand tu achètes un immeuble, effectivement, il y a des locataires qui ont des baux à long terme. Tu le finances avec des baux à long terme. On parle de solution usuelle. Et graduellement, tu fais une conversion de baux à long terme à court terme. Et moi, je suis toujours un fervent en bon moment d'avertir ton banquier. Et maintenant, il y a des solutions. Il y a des banquiers spécialisés qui prêtent à du Airbnb. Et si tu ne l'as pas fait, c'est peut-être pas le bon moment présentement à dire à ta banque, hey, en passant, la plupart de mes locataires sont en court terme, puis j'ai 0 revenu. Je n'ai pas réponse. J'ai vraiment pas réponse. C'est du cas par cas. Puis je pense que vous avez des très belles discussions. Je ne suis pas un fervent de dire d'aller dans le rapport d'hypothèque. C'est vraiment une mesure de dernier recours. Mais par rapport, puis on a fait une blague tout à l'heure avant la conférence, puis tu l'as résumé. Je voulais dire, la situation de plusieurs propriétaires d'Airbnb est pire que la plupart des propriétaires de résidentiels. Donc, le droit au dernier recours, là, je veux garder mes immeubles, là. Je ne veux pas avoir un avis de 30 jours, puis les mettre à tomber en faillite. Là. Le rapport hypothécaire va être une option plus probable pour des propriétaires. Mais quelqu'un qui a plusieurs immeubles, ben, prends quelqu'un, moi je connais du monde, ils ont 10 chalets présentement. Ils sont à temps plein, ils vivent avec 10 chalets en Airbnb. Effectivement, ils ont des hypothèques à payer. Je ne connais pas leur situation particulière, je ne sais pas. Je ne mérite pas le plein 1000$, mais en tout cas, ça, c'est une situation différente que d'avoir juste un. Là. Mais à mon avis, tu dois avoir une bonne discussion avec ton banquier et le convaincre que ça va revenir. Parce que, ben, on va en parler plus tard, mais moi, je ne suis pas. C'est une pause, là. Ce n'est pas une pause d'année, là. On en parlera plus tard. C'est ça, il faut la traverser. Il y avait Frank Cessana du club qui a fait un cours également sur le court terme, qui a dit qu'il y a certaines banques qui sont au courant. Tant mieux. Tant mieux s'ils sont au courant, tant mieux si votre directeur de compte, ou tant mieux si votre directeur de compte ne vous pose pas de questions. Moi, je le sais, j'ai commencé à avoir des appels. Il ne semblait pas avoir trop de questions. On m'a juste posé la question, est-ce que je voudrais un rapport ou non? Mais définitivement, je pense, Jean, les gros perdants de cette crise-là, ce n'est pas la location long terme, c'est définitivement le court terme et le commercial. Donc, évidemment, l'hôtellerie se trouve être du commercial. J'aimerais pas être dans les souliers en ce moment comme tu dis, les gens qui ont 10 chalets qui en vivent. J'espère qu'ils ont prévu un petit fonds de retraite là, parce que ça va être une petite période sèche. Ça ne sera pas tout le temps. Évidemment, ça va reprendre, mais il va y avoir peut-être une petite période sèche avec ça. Si parler pour parler, là. Oui. Ceux qui ont été proactifs, mars n'a pas été si dramatique. Disons que la pause, c'est jusqu'au 31 mai. On ne fait pas de prédiction exacte, là. Bon, ben, ça veut dire avril-mai. C'est 2 mois horribles. Puis si tu fais de la location mensuelle auprès d'infirmières ou de médecins, tout ça, ça te permet de compenser dans ces mois-là, là, d'avoir. Si tu trouves un bon locataire, là,
louer 2 mois, là, une infirmière, c'est une bonne solution. Mais si tu ne trouves pas, ben effectivement, c'est 2 mois de perte de revenus. Mais relativement, le Airbnb, en temps normal, c'est payant. Fait que quelqu'un me dit, ben là, j'ai zéro sous dans mon compte de banque. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu as eu de l'argent, puis tu as tout de suite fait trop d'achats. Tu as été, je veux dire, tu as fait une prise de risque élevée ici. Là. Absolument. Je pense que, puis là, ben, si tu as 12 chalets, peut-être qu'il faut que tu en vendes un ou deux, là, mais au moins tu vas en rester 10. Là, à mon avis, il y a une gestion de risque à prendre. Puis je pense pas qu'on est en mesure dans notre live là, de tout résoudre ça. C'est du cas par cas. Mais moi, là, je commence, j'étais actuaire. Ben, j'étais actuaire. Je suis toujours actuaire, ça ne paraît pas. Là. Mais je suis un spécialiste de gestion de risque. Puis quand le risque arrive, on ne peut pas prédire le risque, mais quand le risque est là, il y a toutes sortes d'outils pour réagir. C'est ça qu'il faut faire. Puis, mais là, j'ai parlé jusqu'au 31 mai, c'est 2 mois. C'est sûr que ce n'est pas 2 mois, zéro revenu. C'est la personne, c'est 1 an, 2 ans, parce que la pandémie est plus longue que moi, je pense. Ben là, c'est autre chose. Puis là, le nombre de faillites va augmenter, là, ça c'est clair. Mais 2 mois sans revenu, ça devrait être. Oui, il va y avoir des faillites dans le marché du Airbnb. Mais ça ne devrait pas être si dramatique que ça. Juste pour finir, avant de passer à la post-pandémie, parce qu'il y a des gens qui soulèvent des bons points là, sur les commentaires. Avant la post-pandémie, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un bascule des gens qui louaient Airbnb vers du long terme, mais pas juste temporairement, c'est-à-dire des logements qui ont été Airbnb qui vont basculer long terme, ce qui va peut-être faire baisser la demande là, pour les logements long terme classiques. Avant de répondre, je vais faire une confidence. Oui. Tu sais, les gens me disent, j'ai écrit beaucoup sur le multilogement dans mon blog. J'ai fait beaucoup de transactions depuis 5 ans, depuis que je suis courtier en multilogement. Mm-hmm. Puis là, il y a des gens qui me disent, tu es un expert en multilogement. J'en ai jamais détenu une multilogement. C'est juste que j'ai les mathématiques, j'ai les connaissances pour guider des gens. Mm-hmm. J'ai été investisseur immobilier depuis 35 ans. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai détenu des triplex. J'ai fait du succès, là. J'ai eu du succès. Mais où j'ai eu le plus de succès dans les années 2000, c'est dans la location mensuelle. C'était stupide ce que je faisais. J'avais 6 condos patrimoniaux, des lofts près de la caisse de dépôt. Notre premier ministre dans le temps, il s'appelait Bernard Landry. Il y avait des subsides dans l'audiovisuel, la Cité du multimédia. Moi, j'allais voir des entreprises là. Je m'en souviens, on n'avait pas de téléphone intelligent. Là. Mes réservations, je les faisais par ordinateur, par courriel. J'allais voir les VP de ressources humaines, puis je dois au mois meubler. J'achetais mes condos. Lorsque quelqu'un, par exemple, divorçait, je l'achetais tout meublé. Puis par rapport aux voisins, je le louais meublé et chauffé 2 fois plus cher. Ça a été mon move en immobilier le plus rentable. Depuis les années 2000, les marges de profitabilité ont baissé. C'est l'offre et la demande. Moi, j'y crois à long terme sur le moyen terme et j'ai une expertise. J'ai commencé à écrire des articles encore là-dessus. Il y a des sites Internet, des mini Airbnb qui sont juste aux États-Unis. Il y a une guerre là, présentement aux États-Unis de 6 sites. Puis dans les 6 sites, il va y avoir un qui va être le Airbnb pour le mensuel. OK. Puis moi, je crois, par exemple, qu'il y a toutes sortes de situations. Il y a, par exemple, à Montréal, une période de 4-5 mois l'été que tu peux louer un Airbnb parce que tu loues vraiment à 100% d'occupation et super cher. Mais en basse saison, au lieu que tu réduises tes prix,
ben là, tu peux louer. C'est un même appartement meublé, mais là, tu peux louer au mois. OK. Tu as une très grande flexibilité. C'est pas. Puis, j'ai des gros dilemmes. Les gens me lancent des tomates sur les sites Internet là-dessus. Un bail au mois, là, ça n'a pas besoin d'être un bail de la régie. C'est pas clair. Oui, regarde, oui, non. Je dis ça, là. Non, mais. Vous n'avez pas vu mon visage, là, parce que c'est les gens qui parlaient, mais j'ai fait. Article 1892 Ouais, du du Code Code civil civil, exact. Ouais, exclut les centres de villégiature ouais, et l'hôtellerie. exact. C'est une zone grise. C'est OK. une zone grise. C'est une zone Disons-le grise. comme ça. Ben, tu vois les opportunités. Tu peux demander un dépôt, pas de maintien. Tu signes une durée fixe de 4 mois. Ce n'est pas 4 mois renouvelables au choix du locataire. Donc, tu as un mauvais locataire, ben après 4 mois, ben bye-bye. À cause que tu es dans l'hôtellerie. OK. Bon, oui. Je vais aller plus loin. Hey, là, je radote, mais je vais aller plus loin. Dans mes conférences, je n'arrête pas de le dire. En 2018, aux États-Unis, 15% des locations, c'était des travailleurs. OK. La projection en 2020, ça allait devenir 30%. Bon, 2020, les projections sont bouleversées. Mais le marché des travailleurs est un marché important. Fait que toi, tu dirais, ben, je vais investir avec un beau logement meublé. Est-ce que ça a de l'importance que ce soit un court terme, une semaine, une, deux, ou que ça soit 2 mois, moyen terme? Ouais. Au niveau législatif, oui, un est sujet à telle loi, l'autre est sujet à telle loi. Mais dans le concret, je crois que la distinction à long terme va être de plus en plus ténue. On va se rapprocher. Ouais, c'est intéressant. C'est une belle perspective de dire que le court terme, Airbnb va peut-être balancer pour un meublé long terme. Ça va peut-être compenser l'offre. Si on saute, Jean, dans l'après-pandémie, j'ai vu les gens qui disaient, puis je pense que tu m'en avais parlé, je pense que les gens vont avoir hâte de sortir de la maison et vont avoir probablement une tendance à être très québécois, je pense. Il y a comme un mouvement local qui va se faire. Les vacances vont peut-être se prendre au Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Je m'accommode, je réponds d'abord. Je fais un aparté avant de répondre à ta question. Vas-y. Bon, c'est sûr que les Québécois ont peut-être peur au niveau sanitaire de prendre l'avion. C'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas le goût d'aller en Italie ou d'aller dans des endroits des États-Unis. Tu sais, là, mais au mois de juillet puis au mois d'août aussi, présentement. Des endroits où est-ce qu'il y a eu des crises sanitaires importantes. C'est la même chose pour les voyages étrangers. 2020 va être relativement calme entre le tourisme entre pays. C'est vrai. Par contre, sans prédire la date que le confinement va arrêter, moi, je prédis, et vous pouvez me citer, qu'on va avoir hâte de quitter nos logements après le confinement. Je pense que c'est un no-brainer. Puis je pense que cet été, les amateurs de plein air, ils vont aller dans les chalets. Là. Même, je vais vous dire, là, pensez réserver parce qu'ils vont se bouquer vite, selon moi. C'est ma prédiction. Intéressant. Puis les vacances de construction, t'en penses quoi? Il y a des rumeurs que ça va être annulé. Je ne sais pas. Je n'ai pas les sources. Là. C'est un commentaire qui a écrit ça aussi. Ben, il en parle, effectivement, d'annuler les vacances de la construction. Ben là, on n'est pas rendu là. Ça m'amène à un autre sujet que j'ai beaucoup à cœur. J'écris des articles, je parle à différents mondes, mais le message, je le transmets à toutes les sources que je peux. J'ai beaucoup aimé Thierry Salal. Tu sais, il parlait des multilogements, construction neuve. Mm-hmm. On dit vraies choses parce que je ne peux pas répondre pour les travailleurs de la construction, ce n'est pas encore décidé. Mais on va se dire les vraies choses. Là. Les multilogements, construction neuve, là, il va y en avoir beaucoup qui ne seront pas livrés le 1er juillet. Ils vont être livrés le 1er septembre, 1er octobre. Mm-hmm. Vacances de construction, non. Des maisons neuves aussi qui vont être livrées en retard. Oui. Donc, il y a des locataires qui ont des baux, qui ont résilié leurs baux.
Les propriétaires ont trouvé des locataires ou vont trouver des locataires pour le 1er juillet. Mais ces gens-là, là, ben, leur maison ou leur multilogement, là, ils ne sont pas prêts. Effectivement, c'est une belle solution. Qui trouve qu'il y a un goulot. Là. Thierry, toi, vous le comprenez très bien. Il va y avoir un goulot de quelques mois. En fait, pour répondre à Jean, c'est une expérience personnelle. Ma conjointe déjà commence à recevoir des demandes de location à long terme de par les raisons que les maisons ne sont pas disponibles. Donc, les gens font des demandes de location à long terme. Fait que ça risque d'aider les propriétaires. C'est là que je relie à ton point. Il y a à Montréal, juste à Montréal, là, il y a 13 000 Airbnb illégaux. Moi, si je serais le gouvernement, je ferais un décret. Les illégaux, on vous laisse continuer. On ne vous posera pas d'amende, n'importe quoi, mais vous allez juste louer à des Québécois. Justement pour ces 2-3 mois-là. Autrement dit, tu fais un déménagement de tes choses, tu les mets dans des endroits qui les stars, excuse-moi, je cherche le mot français. Tu vas habiter dans un endroit que c'est tout, là, tout compris, en attendant que ton logement soit libre. Fait qu'au niveau gestion, parce qu'il va y avoir, à mon avis, dans l'offre et la demande, là, il va y avoir une très grande demande de location au mois pour 2-3 mois, au moins un mois, pour les entre-deux. Il va y avoir une très grosse demande. Et à mon avis, encore là, le Airbnb serait une belle solution pour cet été. Absolument. Puis même, je vois Jady Fournel là, qui fait tout de suite le commentaire. Nous pensons aussi réserver des Airbnb pour les locataires qui ne pourront pas livrer à la date prévue. Fait que je pense que ça va être une belle compensation de marché. Puis je vais te poser la question, puis en même temps, je vais dire aux gens, si jamais il y en a qui ont des questions sur le Facebook, allez-y. On va passer dans la période de questions. Jean, ta perspective sur le marché Airbnb au Québec, ça va ressembler à quoi? Est-ce que c'est un bon moment d'acheter des hôtels en opération court terme ou ce genre de location court terme-là? Quand tu demandes si c'est le temps d'acheter un courtier, c'est ben oui, je paye la commission. Ah oui. Non, je vais être sérieux. Je ne suis pas ici pour vous prédire que la période difficile, combien de temps que ça va durer. Je suis ici pour vous dire que selon moi, ça va partir beaucoup plus fort et beaucoup plus vite que bien du monde pense. Je donnais une conférence devant plusieurs centaines de personnes la dernière fois. C'était avant le COVID-19. Puis le titre, c'était les montagnes russes. Le problème, c'était avant COVID, parce que le problème que je vis en tant que courtier immobilier en Airbnb présentement, on a une très bonne loi provinciale qui va rentrer finalement en vigueur graduellement. Mais par contre, autant à Québec, autant à Montréal et dans les gros centres de villégiature, le zonage est très restrictif. On savait qu'au plateau, au centre-ville, le zonage était restrictif. Mais dernièrement, dans ces derniers mois, Hochelaga a coupé une moitié des endroits où c'est zoné. Dans les derniers mois, Rosemont, j'adorais Rosemont. Il y avait 10 rues commerciales où est-ce qu'on pouvait faire du Airbnb en tant que résidence secondaire. Maintenant, il y en a juste une. Villeray, ce qui s'en vient, c'est pire. Fait que ma réponse, c'est que quand moi je trouve un immeuble pour mes clients, c'est un diamant, c'est de l'or, parce que c'est hyper rentable. Le problème, c'est d'en trouver un, parce que moi, je travaille juste dans des immeubles zonés légalement, parce que là, tu fais du profit longtemps, tu respectes les lois. J'ose espérer qu'avec le temps, les zonages municipaux relaxent un peu, puis parce que c'était le seul outil des municipalités pour tenter de limiter le Airbnb.
Mais l'illégal se faisait quand même. C'était un outil inutile. Plus tard, à mon avis, on va augmenter le nombre d'immeubles qu'on peut faire du Airbnb. Ça va être important parce que l'offre du Airbnb a baissé, mais la demande va rester avec le temps. Peut-être pas cette année, mais les années prochaines, en 2021, les touristes vont venir. On va avoir des festivals à Montréal. Il va y avoir une demande de touristes. L'industrie du tourisme est une industrie majeure. On a 10,1 millions de touristes au Canada par année. Ça fait vivre les restaurants, ça fait vivre toute une industrie. Là. Absolument. Le Airbnb, c'est une clé là-dessus. Fait que oui, acheter, mais c'est sûr que si quelqu'un achète aujourd'hui, s'il trouve quelque chose de légal, je dirais oui, vas-y, mais c'est sûr que c'est une perspective à long terme. Ce n'est pas une perspective 2020 uniquement. Absolument. Ben, moi, si je peux me permettre mon opinion personnelle, plus la situation est difficile, peu importe le type d'immobilier qui est concerné, plus il va y avoir des situations qui vont engendrer des vendeurs motivés, donc meilleure va être la situation. Puis je pense qu'effectivement, je pense qu'on a très bien résumé l'entrevue. Je pense qu'Airbnb va venir balancer les problèmes de location long terme. Je voyais des gens, j'ai vu Jean-François Picard qui, d'ailleurs, va être un des panélistes à la soirée mensuelle du club le 7 avril, qui disait beaucoup de demandes en long terme dans nos Airbnb. Donc, je pense juste que ça va venir pallier à la construction, comme dirait Thierry, qui va peut-être délayer ou ça va venir faire un tampon. Puis je pense qu'effectivement, le gouvernement est très sage de ne pas mettre en application sa loi tout de suite pour laisser ces logements-là servir de tampon dans tout ça. Il ne faut peut-être pas oublier que Airbnb a été créé en 2008. 2008, c'était une récession majeure. C'était justement pour rendre le marché plus flexible indirectement du tourisme. Il y avait une nouvelle demande. Surtout les jeunes voulaient vivre des expériences différentes de tourisme. Moi, je crois, que je suis l'éternel optimiste, c'est une occasion pour Airbnb de se réinventer puis d'adapter parce que les locations long terme ont un certain avantage, mais n'ont pas l'avantage de la flexibilité pour le marché. Le Airbnb et la location mensuelle sont, à mon avis, des compléments pour rendre le marché locatif plus flexible. Parce qu'on vit différentes situations. C'est ma vision, mais je ne suis qu'un pion ou non, une goutte d'eau dans la mer du marché immobilier. Là. Mais on verra, mais je pense qu'on a l'occasion. Ça va être intéressant, à mon avis, cet été, de voir comment tout le monde, comment ça va être utilisé. C'est sûr que ça va partir doucement. Moi, il y a un brillant avenir pour l'Airbnb. Oui. Tout dépend comment dire, il y avait des commentaires, tout dépend combien de temps dure la crise, effectivement. Je pense que le tourisme va reprendre doucement. C'est sûr que cet été, ça ne risque pas d'être très touristique, mais je pense qu'il va y avoir, comme on a dit, un mouvement québécois. J'ai un bon ami à moi qui travaille chez Transat, puis les prédictions sont retour à la normale plus vers automne-hiver. Parce que durant l'été, tout le monde a annulé ses vacances à l'étranger. Donc, difficile de prédire à ce niveau-là. Mais comme on a un beau mouvement québécois, je pense qu'il faut l'encourager. Je pense que ça serait bien ça m'a l'air réaliste, effectivement, qu'à l'automne. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, écoute, moi, dans les avions, j'ai peur d'attraper, parce qu'il peut y avoir d'autres infections. Je pense qu'il faut supposer que les aéroports et les avions vont prendre des mesures sanitaires plus élevées. Si vous voyez en Chine, là, vous voyez les images en Chine, il y avait des thermomètres sur les visages pour rentrer. Là, on nous teste si on n'a pas on n'amène pas de la nourriture, on nous teste si on n'a pas de métal quand on passe. Peut-être là, il va y avoir des thermomètres qui vont le passer au visage. Si on prend des mesures, le voyage va devenir tout ça. Et moi, je pense qu'un Airbnb, au niveau sanitaire, peut être une meilleure solution que les hôtels parce qu'on s'isole et on va en nature. Intéressant. Jean, j'irai avec des. Est-ce que tu avais terminé ton point? Ah non, vas-y. Okay. Je sautais pour les questions.
Il y avait Philippe, que je connais bien, qui est un étudiant du coaching anglais. Si le problème ne dure que 2 mois, quel pourcentage pensez-vous abandonnera définitivement les locations à court terme et les remplacer à long terme? Comment cela affecterait-il les taux d'inoccupation? Les loyers, l'optimisation, je pense qu'on a répondu, mais ça serait quoi, selon ta boule de cristal, le pourcentage qui va basculer en long terme? Je ne sais pas. C'est sûr que... Oups, on m'entend bien. OK. Oui, juste un petit ça va. Oui, il y a eu une coupure. Regardez, c'est sûr que si le confinement ne dure pas 2 ans, si le confinement dure 1 an, c'est dramatique, là. Fait que je ne vais pas y penser, je ne peux pas dire le pourcentage. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de gens qui, dans le domaine des chalets, présentement, vont mettre leur chalet à vendre. C'est sûr qu'il va y avoir des opportunités. C'est clair. Des locations légales dans les grandes villes comme Québec et Montréal, je ne pense pas qu'il va y en avoir des opportunités. Parce qu'il y en a qui vendent, quand c'est légal, ça se vend très cher. Mm-hmm. Moi, je parlerai des investisseurs. Je parlais des investisseurs présentement. J'irai aller regarder plus dans le chalet locatif. Il va y en avoir plus, là. Okay. Parce que les gens vont souffrir. Moi, je me dis, comme on discutait là, 1 mois, 2 mois, le pourcentage, je ne sais pas c'est quoi, va être relativement bas. Mais si c'est plus long, disons 4 ou 5 mois, là, ça va être un pourcentage significatif. Je vais lancer un chiffre en l'air, là, mais il peut y avoir 30% des chalets. De toute façon, le zonage dans certains endroits est beaucoup plus grand. Il y a des villes, il y a des municipalités où tu peux acheter un chalet n'importe où pour faire du Airbnb. Là. Il n'y a pas de contraintes. Quand on cherche un chalet, on ne va pas le chercher à Tremblant, on ne va pas le chercher à Saint-Sauveur, on va le chercher dans les municipalités autour qui permettent de faire du Airbnb. Il faut chercher au bon endroit. Si tu, en 2 minutes, Jean, juste expliquer la loi qui rentre évidemment pas en réglementation. Je pense que c'était le 1er mai, la nouvelle réglementation. Je doute qu'elle rentre. Juste l'expliquer peut-être en 2 minutes pour les gens. Il y avait quelques questions déjà. Poser des questions, on a-tu besoin des permis, des trucs comme ça? Juste peut-être un petit résumé là, hors sujet COVID. Là. Ouais, merci. C'est sûr, on a coupé les points mots là-dessus. 2 choses. On va séparer. Est-ce que c'est une résidence secondaire ou une résidence principale? Je vais surtout insister sur une résidence secondaire. Résidence secondaire, c'est que vous n'y habitez pas là. Bon. Une résidence secondaire, maintenant, pour enlever les illégaux, ils ont dit, tu dois obtenir de Québec un numéro d'enregistrement que tu dois publier dans ton annonce. Quand tu demandes ce numéro-là, Québec rejoint ta municipalité et dit, est-ce qu'elle a le droit de faire de la location court terme? Et en résidence secondaire, il y a des règles de zonage. Je donne l'exemple classique, le plateau. Résidence secondaire est permis juste sur une portion de la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent. Okay. Pas grand place. Au centre-ville, c'est juste une portion de Sainte-Catherine. Présente, à part les droits acquis avant. Au Mont-Tremblant, par exemple, c'est juste sur le bord de la montagne. Acheter un terrain sur le bord de la montagne, ça coûte cher. On ne va pas chercher un bord de lac Mont-Tremblant, il est trop tard. Donc, je ne sais pas. Donc, il y a des règles de zonage. 98,7% des locations à Montréal ne respectent pas les règles de zonage. Wow. Fait que quand ils vont demander le numéro, ça ne marchera pas. Donc, ça va être un autre tsunami plus tard. Donc, ça, c'est un pacte de résidence secondaire. Je vais faire un commentaire sur les résidences principales parce que la loi passée au mois de novembre et rentre en vigueur le 1er mai, mais il y a une deuxième loi qui doit rentrer en vigueur qui affecte
des résidences principales. Il faut changer la loi des cités et villes qui empêche les villes d'appliquer le zonage pour les résidences principales. Ça devait passer avant le 1er mai. Et maintenant, ce n'est pas un scoop, ça ne passera pas. Mais je vais vous dire un scoop. Je suis branché auprès de l'Union des municipalités du Québec. Ils sont supposés être branchés sur leur site. Il y a un rapport, ça de gros. Ils sont contre. Il y a plein de villes qui sont contre. Ma prédiction, Québec va reculer. Québec voulait que n'importe qui avait une résidence principale pouvait louer chez eux du Airbnb. Il va y avoir un compromis qui va être fait là-dessus. Mais là, je vais arrêter là parce que je n'ai pas de boule de cristal. Mais je vous dirais, ben, vos plans d'aller de louer en résidence principale présentement, là, allez pas trop vite, là. Parce que là, si vous allez sur le site et vous demandez un numéro, ils vont vous dire, ben là, tu ne peux pas faire de demande tant que tu n'as pas un permis de la ville. Puis là, la ville va dire, ben là, on ne sait pas ce qu'on décide. Fait que là, il s'envoie la balle présentement. Fait que là, je pense qu'on va revenir au sujet du jour. On va essayer de rider la tempête du COVID. Puis quand on va voir les opportunités plus tard, et oui, il y a des opportunités, surtout en résidence secondaire au niveau de profitabilité. Puis résidence principale, oui, c'est une opportunité aussi, mais attendez que les choses soient plus claires. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Sage parole. Jean, un mot de la fin? Est-ce que tu avais un mot de la fin sur tout ça pour les gens qui ont du Airbnb ou pour le grand public? Ce que j'ai fait ces dernières semaines, je vais vous l'expliquer pour vous le dire auprès des gens qui gagnent beaucoup de revenus en Airbnb. Je n'étais pas habitué à faire des lives, j'ai commencé à en faire, sortir de ma zone de confort. Mon premier live, c'est justement comment tirer des revenus à court terme. Puis là, la seule chose, c'est la location au mois. Mon deuxième live est une solution qui n'est pas à court terme, mais qui va vous donner beaucoup de revenus additionnels à l'automne. Puis je viens justement de sortir un article ce matin. C'est automatisé. Là, entre autres, si vous achetez un logiciel qui fait tout, qui vous aide à créer un site qui vous permet de les louer directement sur Airbnb. Une grande tendance présentement, là, il y a des gens qui veulent sortir d'Airbnb, être pas dépendant d'un seul site. Si vous voulez louer d'Airbnb, si vous voulez louer chalet à louer, si vous voulez louer VRBO, HomeAway, si vous voulez louer Booking, ayez une plateforme que vous allez payer un frais par mois qui va faire ça et qui va faire plein d'autres choses qui vont vous donner beaucoup plus de revenus et que vous allez sauver du temps. Le problème là-dedans, c'est qu'il y a tellement de logiciels disponibles. J'ai écrit un article aujourd'hui, ce matin, en me levant tôt, qui me donne mes 5 suggestions, parce que ça fait des mois que j'étudie le sujet. Donc, ma sage parole, c'est que pour ceux qui sont déjà dans l'Airbnb, même si vous n'avez qu'un, ça serait un bon temps d'étudier l'automatisation. Absolument. Merci, Jean. Bien, on a le temps. Hein? On a le temps de travailler sur notre business. Puis je vais mettre dans les commentaires aussi un livre que j'adore sur l'automatisation. En fait, c'est un des 3 meilleurs livres que j'ai lus dans ma vie, je pense. C'est E-Myth, donc E-M-Y-T-H, Revisited. C'est sur tout le principe de la franchisation et de l'automatisation des business. J'ai adoré ce livre-là, vraiment. Là. Okay. Je pense que Jacques, je viens de voir qui s'est joint à nous aussi, Jacques Lépine, qui adorait ce livre-là. Je ne sais pas si tu le connais, Jean. Vraiment un excellent livre sur la systématisation, donc profitez-en, on a le temps. Et dans le livre, on dit tout le temps, travaillez sur votre business et prenez le temps de travailler sur votre business et pas dans votre business. Donc, en ce moment, c'est le temps de travailler sur la business et pas dans la business. Donc, très sage conseil, Jean. Merci. Tu as tout compris. On n'a pas le choix, que ce soit dans Airbnb ou dans n'importe quoi d'autre en immobilier. C'est intéressant, on est chanceux, puis indirectement, on a toutes sortes de prédictions.
Mais ce qu'on peut vraiment faire, c'est les actions qui sont sous notre contrôle. Préparer à faire des acquisitions, préparer à améliorer nos processus, n'importe quoi. Mais c'est vraiment ça qui est important, c'est être dans l'action. Être dans l'action, c'est pas juste faire des offres d'achat. Je veux dire, c'est améliorer, Le processus. améliorer. Puis en Airbnb, ben, ça prend du temps hein, parce que c'est comme, je dirais, une résidence pour personnes, RPA, c'est pas personne âgée, personne autonome, en tout cas. Quand on achète du Airbnb, c'est deux business. C'est une business d'immobilier, mais on rentre dans le business de l'hôtellerie. Le business de l'hôtellerie, c'est du temps. Donc, si on l'automatise, dans le sens qu'on a notre téléphone qui envoie automatiquement des courriels, quand la personne avec la serrure automatique fait son check-out, il y a un courriel automatiquement à la femme de ménage. Ben là, on passe de 20 heures à 30 minutes par semaine. Ouais. Pour des coûts qui ne sont pas si astronomiques que ça. On parle de 20 $ par mois. Intéressant. Ben, vu qu'il y a une grosse guerre, intéressant. Voilà. Jean, on va conclure l'entrevue avec ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean Sasseville, courtier spécialisé en multilogement chez Gary Keller, également expert Airbnb. Pour conclure au niveau du club, on le rappelle, nos activités restent en cours. Donc, on continue à faire des formations via Zoom, notre merveilleuse plateforme. Donc, de façon électronique, on continue également à donner des formations en ligne parce qu'on veut continuer à ce que les gens se forment. C'est le temps de se former. D'ailleurs, hein, on a le temps, on prend le temps, on s'améliore nous-mêmes, on améliore nos systèmes, on s'améliore aussi nous-mêmes. Donc, on devient de meilleures personnes, on devient plus performant. On continue notre série de Facebook Live demain avec Luc Poirier sur l'heure du midi. Ça va être vraiment intéressant de voir ces opportunités, la vision des opportunités et la vision du terrain aussi. Luc, il fait beaucoup de terrain, donc intéressant à voir. On a également le cours gratuit pour les jeunes. Le 8 avril, vos jeunes ados sont à la maison, ne savent pas quoi faire. Initiez-les à l'immobilier, c'est gratuit. Mercredi prochain, à partir de 2 heures, et on a également la soirée mensuelle du club qui va être donnée en ligne avec 4 merveilleux panélistes. Et on va avoir Rui Vincent qui va nous faire également une petite motivation avec ça. Donc, hyper intéressant. Donc, on continue ça. Donc, prochain rendez-vous demain à midi avec Luc Poirier. Jean, merci encore d'avoir passé le temps avec nous. On te laisse continuer d'écrire plein d'articles intéressants. Si tu veux, dans les commentaires, tu mettras ton site web pour les gens qui veulent aller voir ton blog. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et on se voit demain.